Jean-François, merci de m'accueillir ce soir. C'est un honneur pour moi parce que j'adore ton enseigne, je viens de te le dire juste à présent. Oui, Et je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet en te laissant te présenter simplement ok, pour qu'on puisse mieux te connaître. ça marche. Donc je suis Jean-François Porte, j'ai 53 ans d'hier. Bon anniversaire. Merci. Je suis marié, j'ai 4 enfants et remarié récemment cet été. Et voilà, et je suis opticien de formation, donc opticien et entrepreneur depuis bientôt 23 ans là. D'accord, on va parler de ta marque justement du coup. Voilà, donc il y a un peu plus de 22 ans, donc presque 23, avec mon associé Julien, on a ouvert un premier magasin à Tours qui s'appelait Edgar Opticien, qui s'appelle toujours Edgar Opticien. Un petit magasin de 50 mètres carrés il y a 22 ans, tous les deux associés. Et voilà, on a démarré une aventure qui a été un peu difficile au départ, compliquée, parce qu'on avait un petit créneau, une vision de notre métier, une façon de faire. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va en parler dans le long de l'interview, mais peu d'aide en France aussi. Quand il y a 22 ans, tu voulais t'installer, t'étais pas beaucoup aidé. Et puis on n'a par contre jamais changé notre vision, on n'a jamais changé notre stratégie, on n'a jamais évolué sur comment s'adapter, parce qu'on est tellement sûr de ce qu'on faisait, et ça a pris. Et aujourd'hui, 22 ans après, on a 25 magasins, 215 collaborateurs, et on est à peu près installé sur les grosses villes en France, et on va continuer notre développement. Et puis la dernière petite pépite pour nous, c'est qu'on a ouvert il y a 15 jours un très gros magasin de 600 mètres carrés à Tours. Le plus beau magasin, je pense, de la ville de Tours, dans une ville de 300 000 habitants. J'ai même hier soir, on a vu une inauguration, on en a encore une autre ce soir. J'ai des gens des gens de Tours dont leurs enfants vivent à Paris, ils ont fait descendre leurs enfants en disant viens voir, et effectivement il n'y a même pas ça à Paris. Donc je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, et c'est la fierté, elle vient pas de l'avoir réalisé, la fierté, elle vient de se dire on rend à la ville de Tours qui nous a vu débuter il y a 22 ans. Et puis la plus grosse des fiertés que j'ai dans ce magasin, c'est qu'on a fait un magasin très beau, très chic, etc. Et en fait, les gens remercient mes collègues. En fait, le retour des clients aujourd'hui est dingue, c'est qu'ils remercient les collègues, de leur dire merci d'avoir fait ça pour nous. Incroyable. Et voilà, et c'est là, ça c'est vraiment la vision du commerce que j'aspire depuis 22 ans, et je pense qu'on vient encore de réussir un truc, et cette réussite, elle vient parce que voilà, on a une certaine vision, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive dans la discussion, mais on peut en parler, et voilà, et c'est l'aboutissement, et puis on va continuer parce qu'on va aller chercher d'autres villes en France, tout Alors, doucement. moi, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est quand j'ai vu que vous aviez racheté le local d'à côté avec la surface, je me suis dit, mais j'adore quand je dis ça, ils sont fous. Comment c'est possible d'un magasin optique qui soit aussi grand? Donc j'ai trouvé ça incroyable. Mais il n'y a pas d'ordre dans notre discussion, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je veux bien qu'on parle de la vision justement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux associés qui étaient dans un magasin de 50 mètres carrés, qui débutaient, vous aviez déjà cette vision de développer ce réseau et Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Moi, mon histoire, c'est j'ai travaillé 5 ans chez un opticien à Rouen. J'étais originaire de Rouen, où j'ai vraiment appris mon métier, on m'a formé. J'avais, par un père entrepreneur, j'avais cette envie d'aller entreprendre. Je savais qu'un jour j'entreprendrais, ça c'est sûr. J'ai pas fait optique pour me dire je resterai, c'est pas possible. Je savais qu'un jour j'allais y aller. Au bout de 5 années, je me suis dit à un moment, je me suis réveillé, j'ai dit allez go. Et puis, mon patron me dit ok, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, je commence à chercher les endroits, etc. Et en plein été, je prends la voiture, et au lieu d'avoir un mois de vacances, j'ai fait un mois de tournée des villes de France où j'aurais bien aimé vivre, pour aller découvrir un endroit où j'aurais pu m'implanter. Et comme tout bon français, j'avais envie de m'installer sur la côte atlantique, au bord de la mer, mais ça, c'était déjà pas mal pris. Et donc du coup, un jour, je suis arrivé, le dernier jour de mes vacances, je stoppe à Tours, et je découvre qu'il manquait le créneau qu'on savait faire. Et donc j'ai décidé de m'installer à Tours. Et quelques mois après, le salon de l'optique arrivait, et je demande à un de mes collègues avec qui on s'entendait très bien, et il me dit est-ce que je peux faire le salon avec toi, faire tes pré-achats Je lui dis ouais, au contraire, à deux on est toujours mieux. Et on a fait notre salon tous les deux, et le soir, l'alcool est un lien très fort entre nous, et dans l'histoire de notre groupe en plus. Le soir, on avait une soirée dans Paris, un resto indien, et on était un peu fatigués par la fatigue, mais l'alcool. Et tout d'un coup, je l'ai regardé, je lui ai dit est-ce que tu veux t'associer avec moi? Et il m'a dit oui direct, et et depuis 22 ans, on est associés, et voilà, et ça fonctionne. Et après, notre vision, elle a été qu'on avait
appris à travailler d'une certaine manière, on avait une envie de créer quelque chose. Et notre idée, c'était d'ouvrir notre magasin et d'être content, quoi. Mais en fait, l'histoire après, a été pas proportionnelle, a été tout douce au départ. Les difficultés du début, ça, on va en parler aussi. Je pense que c'est important dans notre histoire, c'est que les débuts sont très compliqués aujourd'hui. L'été, il y a 22 ans, mais je suis pas sûr qu'on ait amélioré. Il y a des petits trucs qui sont améliorés, mais il y a 22 ans, c'était un peu compliqué. Et puis tout doucement, on a ouvert un deuxième magasin, un troisième. Et puis aujourd'hui, après, il y a eu une accélération dans les dernières années. Puis on va continuer. Et puis, ce qu'on est fier, c'est qu'on a créé aujourd'hui un groupe qui existe de 25 magasins. On est le seul sur notre créneau structuré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur, on va dire, un créneau premium dit de lunettes de créateur. Et on est très très structuré. Donc voilà, on est très organisé, très structuré, avec beaucoup de collaborateurs dans les bureaux. Ici, on est dans notre bureau. Et une vision aussi aujourd'hui, 22 ans après, de toutes les équipes support, ce qu'on appelle nos équipes support, ne sont pas là pour venir faire leur boulot et s'en aller, elles sont là pour aider les magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une vision on est là pour accompagner nos magasins et ce n'est pas nos magasins qui nous font vivre, c'est nous qui faisons vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, ça marche bien et puis voilà, et puis on a des super collaborateurs, on a des opticiens géniaux qui sont, une fois qu'ils ont compris qui on était, des fois on fait peur, on se dit oh là là, ça doit être très compliqué d'être chez Edgar. La seule exigence, c'est que notre exigence, c'est de faire son métier d'opticien et correctement et jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est surtout pas passer à côté de son métier. Et des choses qu'on dit souvent quand on forme nos collaborateurs, c'est leur dire, bon, je viens d'avoir 53 ans, mais on leur dit, à 50 ans, quand tu te regarderas dans la glace, tu diras, j'ai fait quoi? J'étais opticien, j'ai vendu des lunettes, ou j'ai fait mon métier et j'ai passé une très belle vie à faire mon métier, qui est un vrai beau métier en plus, de commerçant et de professionnel de santé. Donc on a cette double casquette en plus de commerçant et professionnel de santé qui est géniale en fait. C'est super à vivre. Et donc en fait on leur dit mais ne passez pas à côté de votre vie en faisant un métier basiquement, voilà. Donc, sans passion quoi, sans passion. Sans envie quoi. Sans passion. Donc en fait, une fois qu'ils ont compris ça, on a un cycle de formation qui est assez long. On les accompagne parce que chez nous on ne peut pas vendre des lunettes comme ça parce qu'il y a des méthodes, tout est très structuré, très protocolisé parce que on est vraiment sûr de la manière dont on va travailler. Ça c'est quelque chose que voilà. Donc en fait aujourd'hui un client, je crois que toi tu vas à Lyon et tu vas à Tours aussi dans les magasins, tu vas à Lyon, tu vas à Tours, tu retrouves exactement, alors après l'humain fait qu'il y a des petites choses des fois qui sont un peu différentes, mais la méthode est tout à fait la même, et ils sont tous formés de la même manière, mais c'est pas une méthode où on forme militairement, c'est-à-dire qu'on leur fait comprendre pourquoi cette méthode de vente, du début jusqu'à la fin, est importante et pourquoi le sens, donner du sens. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien, c'est comment je donne du sens aujourd'hui à un métier, une façon de travailler et pas j'arrive le matin, je mets mon manteau, je fais mes ventes et je remets mon manteau, je rentre chez moi. Et on a tellement de choses à vivre avec nos clients, ils sont tellement géniaux les clients parce qu'en fait dès qu'on s'occupe d'eux, ils racontent leur vie et on rentre dans la vie des gens. On est un métier, on a une chance, comme je disais, commerçant, c'est chouette d'être commerçant et en même temps professionnel de donc quand je vais voir les étudiants dans les écoles, je leur dis attention, hein, les clients qui poussent à la porte d'un magasin, ils ne viennent pas faire un ping-pong ou acheter un jean. Hein. Et ils ont une vraie raison, et la vraie raison c'est quoi? C'est qu'ils ont un problème visuel, un des 5 sens. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui pousse la porte d'un magasin d'optique, il vient d'abord parce qu'il a un problème. Et en plus, si on s'occupe bien de lui, et en plus, si on veut bien résoudre son problème, mais là, tout match. Et les gens sont heureux, sont fiers. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont... voilà, là, on fait 2 soirées d'inauguration du magasin. Il y a 2 fois 400 personnes. Et les gens, hier soir, les gens sont heureux. Parce que on leur fait vivre un bon moment, on leur fait vivre une belle expérience et on s'occupe de leur vue, on s'occupe de leur santé aussi. Et voilà, moi je suis pas qu'un commerçant, je dois m'occuper aussi de la santé visuelle de mes patients. On a commencé en parlant de vision, ça veut dire que c'est quelque chose que tu partages auprès de tes équipes, ça? Ce sujet, c'est vraiment... Parce que tout à l'heure, tu disais, effectivement, je suis client chez toi. Alors, ça fait partie des marques où tu as, je veux dire vraiment en toute simplicité, j'ai envie d'aller chez Edgar en fait. Ouais. Parce que tu as raison, je vis une expérience sur un sujet qui est sensible.
Voilà, j'ai des problèmes, voilà, on vieillit tous, on a des problèmes oculaires et c'est important. Et en fait, j'ai vécu cette expérience et j'ai retrouvé les mêmes standards à Lyon et à Tours, mais en ayant des personnalités à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai eu des. Alors déjà, ils ont tous des super belles lunettes, donc je trouve que non, mais non, mais ils ont des lunettes assez mode en l'occurrence. Je sais pas si ça fait partie de la stratégie marketing, mais sans doute, j'imagine que oui. En tout cas, c'est. J'ai trouvé des personnes différentes mais avec une même méthode et j'ai vécu la même expérience à chaque fois de bienveillance, d'accueil, de professionnalisme. Je me pose même pas la question de me dire est-ce que je suis tombé sur quelqu'un de pro ou tout. Il n'y a même pas de débat. Et c'est quelque chose que tu partages, du coup c'est important pour toi. C'est même pas partagé. On est au-delà du partage. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'entendras jamais dans la bouche de Julien, mon associé ou moi, que Edgar c'est nous. Edgar, nous, c'est nos collègues. Et c'est eux qui construisent la maison Edgar. Et nous, on est là pour, avec nos idées, nos envies et notre volonté de faire évoluer vers des terrains qui sont importants pour nous, etc. Mais rien n'est fait dans notre coin tout seul aujourd'hui. Il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est la raison d'être d'une entreprise, les valeurs d'une entreprise. Il y a quelques années, on a travaillé ça. On avait fait travailler la raison d'être de notre entreprise, les valeurs. Et en fait, on s'est aperçu que c'était les 4 valeurs de Julien et moi. Puis on ne comprenait pas. On était là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas une... Pourquoi les collègues ne accaparent pas, etc. Pourquoi ces valeurs ne vivent pas dans le groupe comme on aurait aimé les faire? Forcément, ce n'était pas les leurs. Et ils n'avaient pas participé à la construction de ça. Et c'est chouette parce que c'est pas un échec, ça. C'est juste un chemin de parcours et on a très vite réagi. Au bout de quelques temps, très vite, on a mis quelques temps quand même. Mais la réaction, c'est que il ne faut pas rester sur ça en disant mais je ne comprends pas, pourquoi ils ne comprennent pas ce que je dis. Non. C'est maintenant on va retravailler ensemble. Parce que notre vision, c'est que le groupe Edgar, c'est eux, c'est pas. Nous aujourd'hui, on est là pour que ça fonctionne. On est là pour que ça continue de se développer et pour que tout ça soit lié et fonctionne bien. Et c'est pas 2 gars qui sont dans une tour d'ivoire et qui disent oh là c'est bon, alors ça bosse, les chiffres sont là. Non, nous on n'est pas comme ça, on est vigilant sur le management, on a une équipe de direction de 8 personnes sur différents domaines, là, le management, la santé, une équipe de communication, on a 4 personnes en communication. Et en fait, toute cette équipe, toutes ces personnes, on a une quinzaine de comptables, de RH, on a tout internalisé dans les bureaux, mais tous ces gens-là sont au service de nos magasins et de nos collègues pour qu'ils puissent vivre leur métier correctement. C'est juste ça. C'est que si je ne permets pas à l'opticien de vivre son métier dans les meilleures conditions, les clients ne viendront pas et ne reviendront pas en tout cas. Ils viendront peut-être une fois, mais ils ne reviendront pas. Donc aujourd'hui, on a mis en place énormément de choses. Et effectivement, aujourd'hui, du coup, tu retrouves ces standards partout. Et ces standards sont hyper importants pour nous. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, quand on ouvre un magasin, on n'embauche pas des gens d'extérieur. Quand on ouvre des magasins, on fait évoluer des gens en interne. Donc si des gens veulent venir nous rejoindre, sont obligés d'intégrer le magasin dans une ville, apprendre pendant 2 ans, 1 an ou 2, un métier, nous montrer, voilà, et après, on les accompagne sur leur vie. Mais en fait, nos méthodes, notre façon de faire, qui n'est pas difficile, mais c'est qu'elle est la nôtre, elle est particulière, parce qu'on a cette vision-là, et on ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, tu as travaillé chez un tel, viens et tu seras responsable. Apprends d'abord à notre vision du métier, on a des particularités dans le magasin, les lunettes sont rangées dans les tiroirs, il y a très peu d'exposition, donc en fait, il y a une vision du métier qui n'est pas pareille que... Voilà. Mais je fais le même métier que les autres, mais l'approche client n'est pas la même. Oui, il y a un ADN particulier. Il y a un ADN particulier. Ouais. En tout cas, cette histoire de valeur, nous on le voit souvent en coaching. Souvent, j'ai des dirigeants qui me disent voilà, j'ai mes valeurs. Oui, mais si elles ne sont pas partagées, si ce n'est pas celle des équipes, ça ne marche pas. Donc, on a fait ce gros travail. Ce sont les équipes. On a un réseau social interne. Ça existe dans les applications. Il y a des réseaux sociaux fermés là. Donc c'est eux qui ont travaillé, tous, les 215, et qu'on fait monter, on a fait monter, et puis à la fin, on est resté sur ces 4 valeurs qui sont l'excellence, l'empathie, la convivialité, la passion. Bon, et que tu partages particulièrement, forcément. Oui, forcément. Okay. Oui, forcément. Parfait. Bon, mais après, j'avais une discussion aussi aujourd'hui, c'était important, avec quelqu'un qui m'interrogeait aussi. C'est bien de faire ces valeurs, mais c'est qu'est-ce que j'en fais? Il faut les faire vivre. Il faut les faire vivre. Et en fait... Et là, il y a souvent un blanc, et comment je fais vivre ces valeurs? Et en fait, tout à l'heure, j'ai répondu à ça en disant, aujourd'hui, tout ce qui va être décision importante dans l'entreprise doit se rattacher aux valeurs. Et si ça ne répond pas à une des valeurs, c'est pas une bonne décision. C'est-à-dire que, ou il y a un truc qui ne va pas.
Voilà, si on ne répond pas à une des 4 valeurs, c'est qu'on est à côté de la plaque où il faut qu'on réfléchisse à la stratégie ou l'idée, on doit la modifier parce qu'elle doit rentrer dans ces 4 valeurs. Ce que tu me dis me parle vraiment. Je suis vraiment ravi de cette remarque parce que souvent je dis un acte managérial, une décision par rapport à un client, est-ce que je suis aligné avec mes valeurs, est-ce que c'est ok, est-ce que ça fonctionne. Puis elles sont affichées dans les magasins, donc les clients les connaissent. Bien sûr. Notre raison d'être est un gros sujet chez nous, qui est un vrai sujet engageant aussi. C'est qu'on a vraiment travaillé notre raison d'être. Et cette raison d'être, on est à la suite. On est devenu entreprise à mission. Aujourd'hui, on a été la première entreprise d'optique entreprise à mission. Parce qu'en fait, moi à titre perso, j'ai toujours eu à cœur d'être entrepreneur, on peut en parler, mais de faire aussi des choses pour les autres. Et puis j'ai eu des échecs. Des échecs de projets sociétaux auprès des étudiants dans les universités. Parce qu'en fait, on a un vrai souci aujourd'hui dans les universités, d'étudiants qui sont pas très bien suivis et pas du tout accompagnés, qui ont des gros problèmes. J'ai monté des dossiers, etc. Et au tout dernier moment, c'était bloqué, je ne dirais pas comment, mais parce que c'est honteux, mais voilà, c'est entre guillemets, une entreprise privée ne va pas dans l'enceinte d'une université, c'est interdit, alors que j'avais assuré qu'il y avait 0 logo. J'étais pas pour aller chercher de la clientèle, c'était pour redonner. Puis un jour, je tape sur Google, je découvre la loi Pacte 2019, et je découvre cette entreprise à mission, et là, ça nous a mis notre entreprise sur un chemin qui est vachement bien, où du coup, on s'est engagé, ça coûte rien au départ, par contre, il y a un coût après d'audit, tous les 2 ans, on est audité avec des actions. Ça nous oblige à avoir une vraie raison d'être qui est inscrite dans nos statuts aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça nous engage aussi, notre entreprise, c'est-à-dire que la raison d'être d'Edgar est inscrite dans nos statuts et est disponible sur Infogreffe ou partout. Et au travers de cette raison d'être, on a mis en place 3 actions. Et on va bientôt migrer vers 4 aussi. Parce qu'il y a une petite action qui n'est pas simple dans l'optique, c'est tout ce qui est environnement, écologie. On a des gros sujets aujourd'hui dans notre secteur. C'est pas si simple, donc je voulais pas faire semblant de dire que je vais en faire alors qu'on rame pour en faire. Donc ça vient, mais chaque chose en son temps. Mais on a mis 3 grosses actions auprès des étudiants. On a une forte présence dans les écoles, etc. pour parler aux étudiants, transmettre notre métier. On fait des actions qui ne sont pas que personne ne voit sur les réseaux sociaux, etc. On est accompagné par une fondation et des associations locales, Secours Populaire et Secours Catholique, qui aujourd'hui ont fait des journées à Tours, c'est 2 jours tous les ans, où ces associations-là nous amènent un public fragile et nous, pendant une journée, avec un ophtalmo en retraite, etc., et on fait du dépistage et on équipe des gens qui n'ont pas de moyens du tout d'aller... Voilà, donc on fait plein de... Et c'est chouette parce que ça a engagé notre entreprise dans une direction, c'est sous l'ordre du bénévolat aussi, donc il y a des collaborateurs qui ont envie, d'autres qui disent ça m'intéresse pas, c'est pas grave, c'est pas une obligation, et puis c'est chouette, et ça donne une belle direction, ça nous oblige à faire les choses bien, parce qu'on est audité tous les 2 ans, et puis voilà, puis d'autres projets sont en train d'arriver. Cette entreprise à mission, c'est une forme, ça balise un peu le chemin aussi quelque part du coup. Ça, parce que du coup, ça permet de construire encore plus la vision, de la renforcer et engager tes collaborateurs en même temps. Tu as quelque chose qui donne du sens, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de sujets, il y a Bicorp, il y a plein de sujets comme ça qui existent. Après, il faut juste choisir le bon. Et moi, j'ai trouvé que celui-ci était bon pour notre entreprise, bon pour nous, parce qu'en fait, il n'est pas engageant très fortement au départ. C'est-à-dire qu'il suffit de sortir sa raison d'être, il faut la déposer, et une fois que c'est déposé, on se donne 3 objectifs par exemple, et on y va. Et on a 2 ans pour en mettre, et après 2 ans encore, puis bon après, tous les audits montrent est-ce qu'on a évolué, etc. Mais ça fait que nous pousser vers le haut, et ça ne nous tire pas vers le bas. C'est pas un sujet qui est très lourd et engageant comme une... Il y a un dossier de dingue à remplir, il faut faire 36 000 trucs au départ, parce que quand on veut engager une entreprise sur un chemin, on sait très bien, c'est un paquebot. Donc, bien sûr. C'est pas en 5 minutes, c'est pas un petit voilier où on pousse à barre et le voilier il s'en va à bâbord. C'est long, donc en fait, et donc ce système-là, moi j'ai trouvé bien, et on a engagé l'entreprise là-dessus, et ça fait 4 ans, je crois, et on est content. Ok. Juste pour finir ta présentation, tu as une nouvelle mission là depuis quelques temps du coup au niveau de tes collègues. Voilà, donc j'ai été élu président du syndicat des opticiens majoritaires, le ROF, le Rassemblement des opticiens de France, il y a 5 mois. Ok. Voilà, avec une
une volonté sur plein de niveaux, un syndicat est là pour protéger et développer aussi le métier, de travailler aussi les évolutions avec l'État, avec différents partenaires qui nous concernent. Puis il y a aussi une autre volonté aussi d'être plus en contact avec les adhérents, parce qu'aujourd'hui on était un syndicat un peu qui travaillait beaucoup, mais les opticiens, bah oui, mais on ne sait pas ce que vous faites, à quoi vous servez. Donc il y a cette volonté chez moi d'aller Donner de la visibilité à votre métier aussi. Et de les faire participer, parce qu'en fait, on est tous français en France et on a tous un problème, c'est que on râle tout le temps et moi le premier, je ne suis pas en train de critiquer les autres, moi le premier je râle. Français, tu l'as dit. Les Français, je suis français, on râle et en fait des fois c'est bien de râler, mais des fois aussi c'est bien de dire ok je râle, mais je suis prêt à donner un peu de mon temps. Et en fait c'est arrivé à un moment de ma période professionnelle où mon groupe s'est bien développé, on en reparlera aussi, mais j'ai une vision très structuré d'un groupe, donc aujourd'hui je me mets en disponibilité pendant 3 ans pour redonner à ma profession que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Ok. Alors j'essaie de reprendre le fil. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat, si tu devais avoir une définition? Ce qui n'est pas simple. Non, il n'y a pas une définition, je pense. Déjà, il n'y a pas une définition. Il y en a plein. Il n'y en a pas une, il y en a plein. On peut les tordre dans tous les sens. Mais spontanément, ce serait quoi pour Spontanément, c'est se lancer. Ouais. C'est se lancer et y aller. C'est se réaliser aussi. C'est se réaliser, c'est dire j'ai envie d'être moi et j'ai envie de me lancer pour réaliser ce que j'ai envie dans ma tête, quoi. Et avec des convictions, avec des volontés de forcément réussir et de l'ambition, parce qu'on ne peut pas être entrepreneur sans ambition, ça ne fonctionne pas, je pense pas. Ça ne veut pas dire qu'un collaborateur n'a pas d'ambition, parce que nous on développe beaucoup l'ambition dans le groupe, c'est important pour nous l'ambition, mais moi j'avais l'ambition d'être à mon compte, donc c'était important et elle m'a mené beaucoup et voilà, donc c'est se lancer, okay. Et puis y aller et ne pas se poser. Alors, se poser les bonnes questions. Alors, j'allais dire une bêtise, ne pas se poser de questions. Si, il faut s'en poser plein, mais pas les mauvaises. Et se poser que des bonnes questions. Et c'est quoi se poser les bonnes questions? C'est est-ce que je me suis fait accompagner dès le début par les bonnes personnes? Je rencontre les élèves d'étudiants, j'en parle. Je rencontre des élèves dans des startups ou des jeunes dans les universités qui se lancent sur l'entrepreneuriat. Au départ, c'est non, je ferai la compta tout seul, je ferai tout seul. Non. Oui, un expert comptable et un avocat, c'est un coût. Mais non, c'est pas un coût. C'est une protection. C'est juste quelque chose qui va vous permettre de réussir votre boîte. Parce que déjà, ce qu'ils vont faire, ce que vous avez payé pour leur service, c'est pas vous qui allez le faire. Donc vous allez vous consacrer au principal de votre métier. Et j'y reviendrai aussi. Mais ces gens-là, c'est utile. Et c'est pas parce que c'est une charge, c'est pas une charge, c'est une obligation aujourd'hui. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat si on n'est pas accompagné d'un expert comptable et d'un avocat. Et et moi j'ai toujours fait ça depuis 22 ans. Je n'ai jamais pris une décision, soit juridique, soit comptable, etc., sans être validé par l'expert. Bien sûr. Je n'ai jamais signé un papier si on ne m'avait pas validé en amont. Parce que chacun son métier. Et moi je considère que j'avais envie, avec mon associé, on avait une vision de notre métier. Il fallait qu'on se consacre à notre métier. Donc il faut s'entourer et ne pas y aller seul, et ça c'est sûr. C'est important ce que tu dis, nous on le rencontre souvent sur des personnes qui ont tendance à s'isoler, ils sont mal accompagnés. Et en fait le temps utile d'un entrepreneur c'est sur sa valeur ajoutée, sur ce qu'il sait faire, donc chacun son métier. Et il vaut mieux investir et aller gagner de l'argent ailleurs pour pouvoir le rentabiliser plutôt que de perdre du temps sur des sujets qui sont chronophages, qu'on ne fait pas bien et qui peuvent mettre en danger l'entreprise en plus, parce que clairement ça peut mettre en danger l'entreprise. Et tu as utilisé un mot, et je crois que c'est dans une de tes questions, mais peu importe, on peut l'utiliser là, c'est la solitude. La solitude du dirigeant. On peut tout mélanger. On peut tout mélanger, de toute façon, on parle de la solitude. J'ai juste une question avant, pour finaliser ça. On parle de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pu développer comme qualité, toi, dans ces années-là d'entrepreneur? Si tu devais en citer 2 ou 3 que tu as développé à force et qui te semblent essentiels pour être un entrepreneur averti. Une vision. Ouais. C'est important. Ça, c'est important. Et c'est compliqué cette question parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat a développé en moi? L'envie d'emmener des collègues, l'envie d'emmener des collègues, des clients derrière nous. Ouais. Et ça nous a rendu
encore plus fort et de dire mais oui, mais on sait ce qu'on veut et on sait comment on le fait et on va le faire, quoi, et on peut le faire. Et on peut le faire. Et en emmenant des collègues avec nous, bien sûr, et ça a développé et cette façon de travailler aussi très, très encadrée. Hein. Moi, on ne travaille pas seul, en fait. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et puis, ouais, en fait, on n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais c'est compliqué, mais c'est d'être un leader dans notre entreprise, quoi. Et Julien et moi, on l'est, quoi, et on emmène les gens. Et il faut pas se leurrer, quoi. Donc, et même les clients, parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous connaissent encore, et pas dans les villes qui sont loin, mais on y va dans les villes, mais les clients ne peuvent pas nous connaître. Mais voilà, et c'est important. Tout ce que tu me disais, j'entendais le mot leader justement, parce qu'effectivement, un leader, il a une vision et il emmène avec lui les gens, mais il les emmène, il les force pas, quoi. Ils suivent. On trace la route, quand on trace la route, on la défriche et puis on l'emmène vers une vision de ta façon de travailler ton métier, quoi. J'ai utilisé très longtemps une image, l'image du train. Le dirigeant, l'entrepreneur, il est dans le wagon de tête, il est dans la locomotive. C'est lui qui va mettre plus ou moins de vitesse, c'est lui qui est obligé de mettre le charbon pour que la locomotive fonctionne. Parce qu'on n'a pas la possibilité, c'est à nous au départ de lancer cette machine, etc. Et ma vision d'un entrepreneur, c'est avec des collègues, hein, parce que si tu es tout seul, bon, bah, tu es tout seul. Mais dès que tu as des collègues, mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils sont toujours dans le train et pas en train de courir à côté du train. Et en fait, ça, c'est difficile parce que ça arrive, il y a des décrochages, il y a des gens qui s'éloignent. Et à ce moment-là, on met les moyens pour dire est-ce que tu veux revenir dans le train ou peut-être qu'il ne faut pas revenir dans le train parce qu'aujourd'hui, on a une grande fidélité dans nos collaborateurs, mais on a des gens qui nous quittent aussi, ce qui est normal. Hein. Et puis, logique. On a une vision de se quitter en bon terme en plus. Donc ça, c'est important pour nous. Donc on se retourne vers nos collègues, est-ce que tu veux remonter dans le train avec nous ou pas? Et si tu n'as pas envie, ok. Si tu as envie, qu'est-ce qu'on fait avec toi pour que tu remontes dans le train? Mais ce que je veux pas, c'est que j'ai des gens qui courent à côté. Voilà. Ouais. Et ça, c'est voilà. Donc il y a un train, on fonce. Le train à vapeur s'est transformé depuis les dernières années un peu plus en TGV là, donc mais c'est bien, ça va, on dirige toujours. Bon, c'est top. On parlait, parce que tu m'as soumis l'idée, la solitude du dirigeant, justement, quand on est entrepreneur, on peut la vivre dès le départ et puis on peut le vivre tout au long de sa carrière. Ça t'évoque quoi, toi, du coup, ce sujet de la solitude? Un vrai sujet qui est profond et lourd. C'est pour ça que j'ai voulu aussi aider les jeunes entrepreneurs et je le fais. Là, je le fais un peu moins parce que j'ai accepté une nouvelle mission d'un président d'un syndicat, mais dès que je pourrai, j'essaierai de le reprendre. C'est qu'en fait, je me suis vraiment retrouvé seul par moments et même si j'ai tout de suite pris un expert comptable, un avocat, des fois ils jouent le rôle de psy aussi, eux, parce qu'ils le savent. Hein. Je me permets, même avec un associé, ça avait cette notion de solitude. Parce qu'en fait, on est très liés avec Julien, un associé, mais de temps en temps, tu rentres chez toi et les questions elles sont dans ta tête. Bien sûr. Et c'est pas parce que tu es un associé, et puis des fois, tu n'oses pas forcément lui dire aussi. Hein. Même si on a beau avoir un très bon lien sur toute la partie professionnelle, on est à l'opposé tous les deux. Donc en plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est deux opposés. Donc en plus, c'est ça qui nous complète beaucoup. Des fois, tu n'oses pas non plus. Hein. Parce que justement, l'humain est fait comme ça. C'est que toi, tu restes avec ta question, tu rentres chez toi, tu rentres avec ta voiture, tu as tes enfants qui te reprennent, tout ça, machin. La vie te reprend et cette question, elle te tourne dans la tête, elle te monopolise beaucoup et tu es seul des fois. Et la famille, pas toujours simple non plus des fois, ou les amis. Hein. Moi, dès le début, il y a eu une fuite d'amis parce que, soi-disant, tu ouvres un magasin à deux et on te traite de sacré capitaliste chez toi, alors que juste de l'endettement par-dessus la tête et que on a failli déposer tous les deux le premier bilan et fermer la boutique. Et donc, quand tu as quelqu'un qui vient te dire, en fait, toi, tu n'es qu'un capitaliste parce que tu es commerçant et que tu es un entrepreneur, à un moment, il faut savoir aussi dire au revoir parce que je ne peux pas tolérer ça chez moi parce que c'est dur. C'est dur aujourd'hui de se lancer. C'est pas simple, c'est super beau, j'adore. On kiffe vraiment ce qu'on a fait, mais les débuts peuvent être perturbants et on est souvent seul face à ses propres problèmes. On est un coup de fil d'un banquier, on ne sait pas comment lui répondre. Un coup de fil on est harcelé de partout. Et cette solitude est difficile. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai vite pris l'habitude de rentrer dans des réseaux d'entrepreneurs, mais pas des réseaux de business. Hein. J'aime pas les réseaux de business, mais des réseaux d'entrepreneurs où en fait, tout d'un coup, on a un collègue qui a une autre boîte, qui a le même âge que soi et qui au final a les mêmes problèmes que moi. Et la question qui me tourne dans la tête et que j'arrive pas à répondre, en fait, lui, il vend peut-être des chaudières ou il est peut-être peintre en bâtiment, mais il va te regarder et dire, moi ça je l'ai résolu ça, et je sais faire ça, je peux te donner moi ma clé.
Et ça fait un bien fou parce que déjà, tu rentres, tu te dis, waouh, putain. Et puis, moi, des fois, l'inverse, c'est moi qui vais dire, comment? Ça, moi, j'ai résolu ça comme ça dans ma boîte. Tiens, je te donne cadeau. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Et même dans le monde de l'optique, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On est là tous pour réussir et faire avancer une entreprise. Une entreprise est là pour faire du bénéfice, c'est dans les textes, c'est dans la loi. Donc on doit tous travailler avec tous nos problèmes qui tombent. Et ces problèmes, quand tu es tout seul avec, c'est violent, quoi. C'est violent. Donc en fait, se faire être bien accompagné mais aussi de rentrer en contact avec d'autres. Parce que ça a une force. J'ai fait plus de 10 ans de CJD, là je suis dans un autre réseau, la PM. C'est une force dingue parce qu'en fait, des fois on ne peut pas rentrer à la maison ou voir quelqu'un de proche et lui dire tiens, je comprends pas, j'ai un problème de management, je m'en sors pas. Ils ne savent pas forcément. Si, ils ne sont pas entrepreneurs, attention. Bien sûr, et je respecte. Bien sûr, bien sûr. Il y a toutes les formes de vie, mais la personne, des fois, par contre, elle va dire je sais pas. Et en fait, ça te fout dans une solitude, en fait. Ça te met dans une solitude où tu es un peu seul. Et donc, du coup, d'aller se frotter à ses confrères, ça c'est important, de parler avec ses confrères, mais aussi avec d'autres entrepreneurs. Parce qu'au final, les problématiques sont les mêmes. C'est pas parce que je vends des lunettes, que je vends des chaudières ou que je suis peintre, c'est pareil. On a les mêmes problèmes. Donc voilà, ça c'est un truc qui est... il faut pas hésiter à se sortir de son magasin et d'aller parler. Et de magasin ou de son entreprise. Oui, bien sûr. Du magasin, mais voilà. C'est important ce que tu dis. Et puis j'aime bien cette notion de... les réseaux sont très à la mode aujourd'hui, beaucoup les réseaux business. Mais on peut aller dans un réseau business et être seul en fait. Alors que si c'est un réseau de partage d'expérience, c'est plus du tout la même chose, qu'il y a une forme de bienveillance. Alors je dis pas que les réseaux de business sont pas bons, mais c'est pas la même chose. Et tout le monde a vécu déjà quasiment toutes les mêmes situations. Et c'est un gain de temps incroyable de se dire mais tu as eu ça, mais moi je sais faire. Et voilà ce que et on peut la modéliser. Tu le disais dans le mot réseau business. Donc de toute façon, voilà. Donc mais attention, il y en a plein. Oui. Ça marche bien. Mais oui, mais c'est très bien. Moi, ça ne correspond pas à mon métier parce que moi aujourd'hui, vendre des lunettes à un plombier, mais il faut que je lui renvoie des clients. Moi, c'est des choses que voilà, j'ai pas envie. Mais c'est tout à fait louable et c'est important. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi. Et tout à l'heure, tu parlais de charge mentale ou d'accompagnement, etc. On le voit aujourd'hui. Pourquoi un footballeur, pourquoi un tennisman, il se fait accompagner par un masseur, un kinési, son coach sportif, et puis aussi le coach qui va l'accompagner dans sa vie, quoi. Bien sûr. Et c'est pas honteux de ça. Parce qu'en fait, on est vite seul et on est vite à... on est happé par plein de choses et puis la problématique, on ne l'a pas tout seul. Et moi j'en suis persuadé. Faut pas croire que quand tu es entrepreneur, tu es un dieu et que tu sais tout sur tout. Non, tu sais pas tout sur tout et loin de là. Et en fait, cette solitude et voilà, donc une préparation, on en parlait un peu tout à l'heure, mais une préparation mentale où soit d'être accompagné avec d'autres ou d'écouter des gens qui vous apportent des idées, des coachs, des consultants. C'est toujours, faut se nourrir, quoi. Et un truc, tu m'as parlé tout à l'heure avec Julien, ce qui a été fait fort aussi chez nous, c'est dans notre vision de travail, c'est une personne qui n'est plus là aujourd'hui nous a dit un jour, Julien et toi, vous êtes deux éponges en fait. Et en fait, moi, je me suis nourri de tout ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand un collaborateur vient travailler le matin, il met son manteau, il travaille, il s'en va. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis un commerçant, professionnel de santé, mais je suis commerçant, je travaille pour mon commerce, je sors de mon magasin, je suis client. Donc, j'observe et donc, je me nourris de ce qui se passe ailleurs, en bien, en mal. Et le mal est aussi important que le bien. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quelque chose qui se passe mal, j'en tire une conséquence. Bon, maintenant, je suis tellement pénible que je dis aux gens que ça se passe mal et je ne suis pas content et je ne paye pas. Parce que, et ça je le dis bien à tout le monde, aux collaborateurs, un client, il rentre dans un magasin, il vient service, etc. Il vient pour ses problèmes de vue, mais à un moment, il va payer. Et on n'a pas le droit de se moquer des clients. On n'a pas le droit de jouer à Candy Crush quand un client rentre dans un magasin. On n'a pas le droit de rentrer dans une bijouterie, un magasin de je sais pas quoi, et que la vendeuse est en train de se faire les boutons dans la glace ou je sais pas quoi, et il n'y a même pas un bonjour. C'est interdit ça dans le commerce, c'est interdit. Le client, au moment, il va sortir son chéquier ou sa carte bleue, payer. Et le fait de payer, c'est ça qui nous fait vivre aujourd'hui, qui fait vivre 215 familles dans le groupe Edgar, qui fait vivre des enfants. C'est parce qu'il y a des gens qui viennent à un moment en disant je suis content de venir payer quelque chose parce que la contrepartie, je suis même content d'avoir des belles lunettes et je vois bien et tout va bien. Et nous, c'est cet enchaînement-là. Donc moi, je me nourris, on se nourrit, et Julien aussi, on se nourrit de beaucoup et on s'est nourri
cette évolution qui est partie dans le luxe français, qui est très important à voir et à suivre parce qu'il y a des vrais enseignements derrière. Mais je peux me faire surprendre dans une supérette avec une femme qui travaille et qui va me sortir un bonjour qui est dingue. Et je me dis, mais voilà ce que c'est, quel bonheur. Et d'un sourire et le bonheur et de dire, bah voilà, on est humain et l'échange humain. Et autant là, une autre caissière d'à côté, l'autre jour dans une enseigne de bricolage, où bah, elle passait les trucs, elle m'a même pas regardé, pas bonjour, rien, passer ces trucs, et elle me dit 37,40 €. Je lui dis, madame, je suis pas un chien. Vous pouvez déjà me dire bonjour et me regarder. Je suis pas un chien. C'est pas de ma faute si elle fait ce métier. Si elle n'est pas contente, bah, pas de ma faute. Et moi, je viens acheter quelque chose, donc j'ai besoin de quelque chose. Mais en contrepartie de ça, je viens dépenser de l'argent. Hein. Et voilà. Mais il y a tellement de belles choses aussi dans plein d'endroits. Donc, voilà. Mais c'est important, par contre, moi je retiens le fait, c'est que de temps en temps, on a des personnes, effectivement, une caissière, même dans une station d'essence, et il y a un gros sourire. Et on le partageait tout à l'heure en off. On le dit, et je trouve que c'est génial parce que ces gens, il faut les mettre en valeur parce que c'est important, quoi. Parce que des fois, leurs employeurs le font pas. Non. Et il faut que le client ait conscience de ça parce que plus on en aura et plus on sera motivé. Et comme dans un restaurant, si j'ai bien mangé, je dis merci, j'ai bien mangé. C'est ça. Parce qu'il faut le dire, parce que ça va remonter au cuistot, il est pas ma journée, j'ai fait ma journée. Quelqu'un a dit que j'avais bien travaillé. Et quel bonheur, quoi. Et c'est ça qui fait notre force, en tout cas dans le commerce. Juste pour revenir sur cette solitude, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, tu as une technique, c'est-à-dire quand tu revis ça, si ça doit t'arriver encore, forcément, immédiatement, tu es plus dans le partage, tu t'enfermes pas et c'est ça. Ouais. Ah oui, puis il ne faut pas hésiter à dire ce qui ne va pas. Ouais, bien sûr. Et je fais partie de réseau d'entrepreneurs, mais je suis dans un club d'opticiens où on se retrouve de temps en temps, une centrale. Et moi, oui, c'est ça. Et puis donner des clés. Cette nuit, je rentre après la soirée d'inauguration. J'ai un opticien du sud de la France qui me parlait sur LinkedIn et qui m'interrogeait sur des trucs, sur les travaux, ceci. Et puis comment faire ça. Et alors, moi, je lui dis, je m'en fous. Faut donner. Moi, j'ai une vision. C'est plus les opticiens seront bons, plus notre métier sera bon, et mieux ça marchera pour notre business. Donc en fait, on a tout intérêt à tout céder, parce qu'en fait, se détruire n'apporte que du mal, et des choses qui sont... Puis les clients, il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas idiots aujourd'hui. Hein. La guerre des prix, la guerre des ceci, la guerre de tout, à un moment, le client, il est libre aussi, il est libre d'avoir sa carte bleue et son chéquier dans sa poche, et de dire, moi, je veux aller à l'endroit où je veux aller, parce que je sais que, voilà, les gens vont être compétents et on va s'occuper de moi, et je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas un numéro, je suis une personne. Hein. C'est un problème de vue, donc ça, c'est... Voilà. Donc ça, voilà. Donc être entrepreneur, c'est aussi avouer ses faiblesses. Ouais. Et les dire. Pas les avouer, mais les avouer et les dire. Et étonnamment, quand vous avouez et quand vous dites les choses, les gens autour de vous, il y a cette espèce de bienveillance, ce mot qui a été un peu galvaudé là depuis quelques années, mais l'empathie et la bienveillance, et qui sont quand même malgré tout, ça a été dévoyé ces mots, mais ils sont réellement importants. Et en fait, quand vous dites ça à quelqu'un, et si la personne en face de vous, elle a la clé, elle va vous la donner. Donc, et vous repartez chez vous avec la clé et vous dites, voilà, un problème de moins, j'avance. Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu adores donner et tu vas chercher aussi chez les autres les solutions qui sont... voilà. En gros, c'est ne pas s'enfermer, c'est s'ouvrir, et la solution, elle est quelque part. Quoi. Elle est souvent chez les autres, parce qu'elle est souvent très proche, en fait. Donc, et puis ne pas râler. Râler de dire pourquoi les clients n'entrent pas chez moi. Nous, on est resté 3 ans, quasiment pas de clients avec Dieu. 3 années de notre vie. 3 années à... Et ça nous a forgé. Hein. Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est comme on est. Et jamais se résigner, mais la faute, s'il y a quelque chose qui ne va pas à un endroit, c'est pas le client qui en faute. C'est pas le client qui en faute. Nous, les problèmes, c'était pas forcément nous, mais c'était un démarrage qui était lent, etc. Mais on s'est remis en question, comment être encore meilleur, mais pas remettre en question notre stratégie. On n'a jamais remis notre stratégie en doute et en cause. On n'a jamais remis notre vision de l'accueil client, de s'occuper d'un client. On l'a jamais. Et Dieu sait qu'on le faisait dans la voiture le soir, des fois, tous les deux en entrée de salon. On disait, et si je faisais ça, et si on faisait ci. Et non, on ne l'a jamais fait. Mais on a évolué. Par contre, on s'est adapté à dire, tiens, il faut qu'on fasse ça mieux, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on aille voir les ophtalmos pour leur parler, pour être des vrais référents, pour qu'ils comprennent notre métier, que nous, on comprenne le leur, et plein de sujets comme ça. Et au final, à un moment, tout ça fonctionne. Ça s'aligne à un moment donné. Ça s'aligne, voilà. Super. Allez, comme on est dans la solitude, la gestion du stress, comment ça se passe du coup ?
Est-ce que tu as des petites méthodes de côté? Comment tu gères ça? Non, j'en ai pas et ça m'a été un... Il y a eu une période de ma vie où ça n'a pas été très bien. Ouais, Alors, dès le début de mon entrepreneuriat, j'ai jamais eu peur. d'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas jamais eu peur de... je suis jamais rentré le soir en me disant j'ai pas eu de client aujourd'hui, je fais comment demain? Si j'ai pas eu de client aujourd'hui, d'accord, maintenant demain je fais comment? Ça n'a jamais été un stress de mince, je vais pas réussir machin, mon mois se termine mal, je fais comment? Je dois être encore meilleur pour que ça marche. Et donc ça, j'ai pas eu ce stress-là. Mais dans l'évolution, à un moment de notre entreprise, on a eu des gros stress. Parce que là, les enjeux, tout d'un coup, quand tu es à 2 dans un magasin et 215 avec 25 magasins, tout d'un coup, des trucs se passent et des enjeux deviennent plus... Bon. Et oui, j'ai un peu vrillé un moment. La sortie de Covid, en fait. J'ai pas géré la sortie de Covid comme il faut. D'accord. Pas pour ma boîte, mais pour moi, en fait. À titre perso. À titre perso. Très peur, des alertes, tous nos partenaires nous alertaient, ça va être la catastrophe, rien ne fonctionnait. Ça a été l'inverse, hein, pour te dire. On était au deuxième confinement, on était un des seuls magasins restant ouverts avec les tabacs, la nourriture et nous les opticiens. On avait devant nos magasins des doubles queues des gens parce qu'en fait on était seul magasin ouvert et nos collègues étaient essorés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, alors que les prévisions à la sortie du premier Covid avaient été dramatiques. Tout va se casser la gueule, l'économie va se casser la gueule, les opticiens... Et là, ce stress n'a pas été géré correctement, je ne l'ai pas géré, j'ai vrillé, je me suis cassé l'épaule dans mon jardin pour te dire, bêtement, et ça a été 2 ans de galère de mon épaule, et je pense que tout ça c'est lié parce que gérer un stress c'est dur dans l'entreprise. Là, quand on parlait tout à l'heure de solitude, le stress, oui, on se l'est pris en pleine... Et puis ça devient un compagnon qui nous lâche pas, quoi. Non, qui lâche pas. Qu'est-ce qui a fait que t'es sorti de cet épisode du coup? C'est que faut une volonté à un moment. Il faut y aller, stop, quoi. se faire accompagner et puis stop et reprendre, se recadrer. Pour donner, c'est pas très grave, c'est pas des grands secrets, mais on anime aussi bien sûr nos directeurs de magasins. Donc on a des réunions, on a un séminaire avec nos directeurs dans quelques jours là. Et j'en ai un qui est venu me voir un jour en me disant Jean-François, est-ce que tu pourras arrêter tes colères en réunion parce que moi je les maîtrise pas moi. Donc ça aussi, tu vois, c'est important d'écouter aussi ses collègues. Et il a eu je sais pas ce que je dirais, l'énorme gentillesse, sympathie, je sais pas quoi, bienveillance de venir me le dire. Ça m'a fortement touché. Et c'est là où je me suis dit, mais Jean-François, reprends-toi, quoi. Mais tu peux pas le faire tout seul non plus. Se reprendre seul, c'est pas si C'est ta simple. vie extérieure, t'as mis en... Ah bah ouais, même un directeur de magasin m'a dit, là, moi j'arrive plus à gérer tes colères parce que, voilà, bon, c'est une période de la vie. C'est souvent lié à des émotions, Bah oui, c'est que les émotions. Ouais. La colère, c'est la peur en général. Ouais. Donc c'est sans doute un truc qui t'échappait à un moment donné et qui faisait que... Ouais, et puis après, il faut pas tomber dans ce piège, mais le problème c'est qu'il faut pas rester tout seul. Ouais. Mais que ce soit des gens qui ont des problèmes, pas forcément liés à l'entrepreneuriat, mais tu peux pas résoudre ces problèmes seul. Il faut se faire accompagner. Et là encore, du coup, c'est l'extérieur qui t'a aidé en fait, c'est d'aller chercher un peu de ressources ailleurs. C'est l'extérieur qui m'a dit reprends-toi en main. Et une prise de conscience aussi de ta part. Ouais, après, c'est moi qui suis allé me prendre en main. Oui, c'est toi au départ et après c'est. Mais c'est l'extérieur, mes gosses qui à un moment ne comprenaient pas, 2 ans après, que je me plaignais toujours de mon épaule et parce que j'avais des douleurs que je supportais plus, qui me regardent, ils me disent mais ça va quoi maintenant là, 2 ans? Et non, ça va pas, j'y arrive pas, je m'en sors pas. Mais parce que ça a été, voilà. Bon, sans rentrer dans les trucs. Non, mais l'épaule, on dit souvent c'est la mobilité, c'est justement la flexibilité. La douleur. Et puis j'ai été opéré dans la dernière semaine du Covid, du premier confinement. Donc les hôpitaux étaient en pleine panique. Et je suis resté des jours sans être opéré. Donc, mais c'est pas grave. Mais c'est l'extérieur qui m'a fait comprendre, parce que je voyais bien que j'allais pas, mais l'extérieur m'a fait comprendre. Et après, toi, tu dis bon, ok, je vais voir, je vais me reprendre. Bon, tu me poses la question suivante. On parle souvent d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on l'est un peu H24. Tout à l'heure, tu parlais de le soir quand tu rentres, un appel d'un collègue. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as des astuces de ton côté ou Des astuces, non. Non. Les astuces, j'aurais pas l'outrecuidance de donner des astuces de gestion vie pro, vie perso. C'est dur. C'est dur. J'ai 4 ados, presque adultes là.
Est-ce que j'ai été quelqu'un de bien, un compagnon dans leur vie? J'ai essayé de faire beaucoup de choses, ça c'est sûr. J'ai eu aussi, un peu comme moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est l'école, c'est toi qui réussis ou pas, c'est pas moi qui réussirai pour toi. Je n'étais pas un très bon scolaire, moi, à titre perso, donc je les ai laissés faire leur chemin de vie. Pour moi, c'était important de ne pas être... J'étais exigeant, la période où j'allais pas bien, forcément c'était encore pire pour eux, j'étais exigeant sur certains trucs, mais je leur ai laissé faire beaucoup de choses et puis de vivre leur chemin de vie, et puis voilà. Puis il y a un truc, je vais te donner une anecdote qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est un peu en lien avec vie pro, vie perso. Je fais partie de réseaux d'entrepreneurs, comme je te disais, et les débuts, c'était... je me retrouvais dans des réunions, et chaque début de réunion ou de formation de 2 jours, chacun se présente. Âge, prénom, ce que tu fais. Et je me retrouvais avec des collègues d'autres professions. Alors moi, j'ai 3 enfants les plus intelligents du monde, forcément, ceci, cela, et j'ai des passions. Je fais des trails, je fais je sais pas quoi, etc. Je collectionne ceci, j'ai ma passion dans ma vie, avec ma femme, on va faire ceci, machin. Et moi, je me regardais, je disais, mais Jean-François, t'as 0 passion. Et ça me foutait un cafard de ma boule. Je disais, mais putain, j'ai pas de passion, moi, dans ma vie. Et c'est grave, alors. Ça doit être grave de ne pas avoir de passion. Mais en fait, si j'en ai une, c'est mes 4 gosses et mon boulot. Non, mais c'est dur parce qu'en France, oser dire que ton boulot, c'est une passion, c'est nul. Parce que ça veut dire que, t'es quelqu'un de fermé et que tu t'occupes pas... Mais non, mais ça ne veut pas dire ça. C'est qu'aujourd'hui, ça m'a pris 22 ans de ma vie où je me suis éclaté, amusé, travaillé, stressé, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire autre chose, quoi. J'ai pas besoin d'avoir une passion à côté, moi. Et je juge pas ceux qui ont des passions, ils ont le droit d'en avoir. Mais en fait, on te renvoie une image de dire si t'as pas de passion, t'es pas une bonne personne. Non, j'aime bien jardiner, mais c'est tout, voilà, et ça me va. Et c'est pas parce que j'ai pas de passion que je ne dois pas être heureux. Mais ça, c'est aussi ça, on nous colle des trucs en tant que... Voilà, si tu dois être une bonne personne, c'est qu'en plus, tu dois avoir des trucs qui te... On adore les étiquettes. On adore les étiquettes. Et chacun vit sa vie comme il a envie de la vivre, voilà, et puis on y va avec les moyens qu'on a, comme on peut au départ, et puis après, la vie fait qu'on peut faire des choses différentes, tout ça, et voilà, et chaque chose en son temps, mais... Voilà. Bon. Donc c'était un peu le lien aussi sur vie pro, vie perso, et... Non, j'ai pas de conseils à donner, c'est... S'occuper de ses enfants quand on en a, oui, ça c'est important, ça c'est une évidence. Bien sûr. Ne pas les laisser, mais ils me reprocheront tout ça plein de trucs quand ils seront plus grands, donc voilà. C'est pas le métier le plus facile. Non, c'est pas le métier le plus facile. Est-ce qu'il y a eu un moment déterminant dans ta carrière là? Tu me parles de ces 22 ans. Est-ce qu'il y a eu un moment qui marque plus que les autres? J'en ai eu plusieurs. Alors, tu as le droit à plusieurs moments. Ouais, j'en ai eu plusieurs. Le premier, c'est l'association avec Julien. Ouais. Cette connexion qui s'est faite d'une journée sur façon de faire, et j'ai vu tout de suite une complémentarité. Et il y a eu cet événement Covid qui m'a fortement impacté, et puis j'ai essayé de changer aussi derrière après. Et puis des moments dans ma vie professionnelle qui m'ont impacté, c'est peut-être des vidéos que j'ai vues qui m'ont marqué, notamment une. C'était bien avant qu'on commence de réfléchir à travailler sur notre raison d'être et les valeurs et tout le chemin à faire derrière. C'est la vidéo de Simon Sinek, Le Cercle d'Or, qui est disponible sur YouTube et traduite en français. Sur le pourquoi? Le pourquoi, ouais. Le why, le cercle d'or. Et ça j'ai dû l'avoir je ne sais pas combien de fois. C'est ce qui m'a fait comprendre, et c'est ce qui nous a fait aussi aujourd'hui que notre raison d'être, la raison d'être d'Edgar Opticien, c'est pas être opticien. C'est être fier et heureux de vivre chaque jour l'expérience, faire vivre à nos clients et à nos collaborateurs l'expérience Edgar. Ah ouais. Voilà, aujourd'hui, notre raison d'être, c'est pas d'être opticien. Et c'est notre métier, mais notre raison d'être, c'est bien au-delà, quoi. Et ça a été une étape importante dans le développement d'Edgar, et j'ai eu une étape aussi importante aussi, c'était une méthode américaine qui s'appelle l'océan bleu. Et Océan bleu, par rapport à l'océan rouge. C'est une femme qui a écrit ça, j'ai perdu son nom, mais très inspirant également. C'est des Français qui ont le truc en France là, et
comment faire pour que toi, tu es dans un océan, tu es un petit poisson, il y a les plus gros poissons qui mangent les plus petits, les plus gros qui mangent encore les moyens, etc. Et donc comment faire pour que toi, tu te retrouves tout seul dans ton océan et que tu n'aies pas de prédateurs? Et ça a été, j'ai fait cette formation, elle m'a sorti direct et j'ai compris que, voilà, et c'est ce qu'on a fait d'Edgar aujourd'hui. Je dis pas qu'on est le meilleur, il y a plein de grosses structures en France, mais nous, on est sur notre océan et voilà, et je m'inquiète. J'ai des confrères, j'ai pas des concurrents et je m'intéresse à ce que font les autres, mais pas dans dire mince, ils font ça, je dois le faire, je dois le faire. Non, non. Je me consacre à rester dans mon océan bleu et qu'on vive bien et c'est ce qui se passe. J'adore ça parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne au départ qui nous disent oui mais l'autre il fait ci, l'autre il fait ça, mais on s'en fout, qu'est-ce que tu veux faire toi quoi. C'est toi, toi tu dois parler à ton marché, à tes clients, avec tes valeurs. Et effectivement l'exemple de l'océan bleu il est très inspirant dans ce domaine. C'est je crée mon environnement, je crée ma voie en fait. Et j'ai eu la chance avec Julien aussi sur un autre sujet, ça c'est une citation du patron d'Apple là, qui est décédé, qui dit il ne faut pas embaucher des gens moins intelligents que soi, il faut embaucher des gens plus intelligents que soi. Et ça c'est pas simple pour un dirigeant, hein. Et nous on a eu des épreuves aussi là-dessus. Mais en fait aujourd'hui, oui on doit être des leaders, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Bien sûr. Et savoir s'entourer de gens avec des compétences, et on a cette chance aujourd'hui, Julien, on a une équipe formidable, on est 8 personnes autour de la table qui sont juste magiques. Et ces personnes, on ne les a pas choisies parce que c'était moins bonnes. On les a choisies parce que c'était meilleur sur leur domaine. Et qu'on leur a dit maintenant ton domaine, tu vas l'amener à Edgar. Et parce que moi je ne sais pas, je ne le connais pas. Et bah, au passage, j'écouterai puis j'apprendrai, je pense en plus. C'est dingue, c'est super ça. Donc voilà, ça c'est aussi important ça. Ouais. Super. Justement, tu parles de ça, est-ce que tu as eu des mentors en fait alors c'est pas des mentors célèbres comme le patron de Steve Jobs. Steve Jobs, j'ai ça moi aussi, là, je suis fatigué ce soir. Mais... Ça peut être comme Steve Jobs ou ça peut être comme d'autres, mais ou simplement des gens que tu connais, ou c'est peut-être simplement des amis, des parents. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont à un moment donné inspiré tout ça quoi? On a eu cette chance, Julien et moi, d'avoir un premier patron, Xavier, qui nous a appris à travailler d'une certaine manière. Donc il nous a formés. D'accord. Il nous a cadrés d'une certaine manière. Donc oui, lui, ça a été une part importante dans l'apprentissage de notre métier. Après, non, on n'a pas eu de... Non. Okay. Non. Bon, parce qu'on ne s'est pas construit vite. Hein. 22 ans, c'est court et long en même temps. 25 magasins en 2 ans. Parce que ça s'est bien accéléré, mais on a pris du temps, nous, à démarrer. On a pris du temps à poser des bases. Et les nôtres, en plus. Les nôtres, et qu'on construisait. On a pris du temps à construire tout ce qu'on voulait, les méthodes... De bien organiser, protocoliser des choses pour que ça soit facilitant pour nos collègues. Ouais, mais du coup c'est construit, c'est solide quoi. Oui, c'est solide. C'est ça qui est important quoi. Super. On a pour finir un programme qui s'appelle Pas de plan B. Ouais. Alors tu le connais pas parce qu'on n'en a pas trop évoqué, mais ce mot Pas de plan B, ça pourrait évoquer de quoi toi spontanément? Bah déjà, en off, tu m'en as parlé tout à l'heure, puis je t'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi après, et en fait, j'ai pas compris parce qu'en fait, j'ai jamais vu de plan B possible. D'accord. C'est-à-dire que je reviens sur un sujet qui est important, et on n'en a pas parlé, mais c'est aujourd'hui cette manière d'aborder l'échec de ces jeunes et l'échec. Effectivement. Et c'est un sujet qui me tient à cœur fortement parce qu'en fait, je ne néglige pas l'échec, on en a tous vécu, on en vivra encore. Mais je conteste un truc, c'est de rassurer les gens en disant « T'inquiète pas, l'échec va te faire grandir ». Oui, d'accord, l'échec va te faire grandir, mais pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire que quand tu es dans l'échec, tu es au fond du seau. C'est-à-dire que si tu vas jusqu'à planter une boîte, bah, tu rentres chez toi, bah, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Avec, malgré tout, il n'y a pas que les yeux pour pleurer, parce qu'à un moment, les banquiers vont se retourner contre toi et tout le reste. Donc l'échec, pour moi, est quelque chose de violent. Il ne faut pas minimiser le mot échec, il faut l'accompagner. Il faut accompagner ces personnes-là et supporter ça, parce que oui, l'échec te fait apprendre quelque chose quelques mois, années après, mais jamais dans l'instant, quoi. Jamais on peut être heureux de l'échec. Et là, aujourd'hui, on a parlé en off, il y a des coachs, il y a des espèces de, on va dire, des simili-coachs aujourd'hui qui viennent parler à des en distillant dans les startups, etc. Et ce sujet-là, et je le lis aussi à ce monde des startups, qui est un monde important aujourd'hui, qui fait partie d'un monde important de notre économie. Mais comme je te disais, j'aime bien aider les autres aussi, même dans l'entrepreneuriat. Et des fois, on a des incubateurs de startups là à Tours.
Et un soir, je visite l'incubateur, le gros, là, toutes les startups, et je ressors, j'étais dépité. Mais alors dépité à un point, je dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas ou pas dans l'histoire. Il n'y a pas une startup qui m'a parlé de son client. Alors, je suis le meilleur, j'ai la meilleure idée. De toute façon, je vais faire des levées de fonds et je vais revendre 1 milliard. Alors ça, par contre, ils savent te vendre. Alors le produit, j'ai révolutionné. Ouais, tu regardes, tu te dis, ouais, bon, j'ai déjà vu ça. Bon, ouais, peut-être, je me trompe, mais alors ça te met en doute parce que tu dis, ouais, ok. Et jamais il y en a un qui m'a dit le client, l'utilisation du client. Et en fait, et le client, c'est toutes les entreprises du monde ont un client. C'est-à-dire que il doit y avoir un moment un client en face du produit que tu fais ou de l'entreprise que tu montes. Si tu n'as pas de client, ton entreprise elle ferme. Je rappelle, dans la loi, l'entreprise doit faire du bénéfice. Donc il faut bien qu'il y ait un client qui vienne acheter ton service, ton produit ou ce que tu proposes. En fait, il ne parle pas de client. Mais en fait, nous, c'est ce qui nous a menés aujourd'hui. On n'a pas de mentor. Le seul mentor qu'on a, nous, c'est la sanction du client. Bien sûr. C'est le client qui décide aujourd'hui. C'est le client qui est roi. Et on aura beau dire, on peut en mettre plein de trucs, hein, les sanctionner si tu vas là, leur dire ceci, machin, les orienter, machin. Hein, au moins, le client, une partie des clients en tout cas, a une capacité à dire non, moi, je fais ce que j'ai envie pour moi et comme j'ai envie de le faire. Mais donc, voilà, c'est pas de plan B parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu de plan B dans ce qu'on a fait parce qu'il n'était pas question que j'aille vers l'échec. On a avancé. Je n'ai jamais vu l'endroit où je ne voyais pas et je ne me voyais pas me dire tiens, j'ai un plan B, comme ça si le plan A il ne marche pas, j'ai déjà autre chose. Ça veut dire que déjà le plan A tu le fais. Pour moi en tout cas, je ne juge pas les autres. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas pour moi, c'est que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que moi si je suis déjà en train de réfléchir à un plan B, c'est que le plan A je l'ai mis de côté. Donc moi c'est un seul plan, ça a été le plan Edgar et on l'a amené au bout et en se construisant, on n'a pas fait ça, c'est pas une baguette magique, hein, c'est 22 ans de travail, donc, mais on l'a amené où on veut et on n'a pas fini parce qu'on va continuer et, avec plein de projets derrière encore en ce moment là. Mais c'est un plan B, c'est le plan A qu'il faut, c'est le plan A et concentre-toi au plan A et c'est la réussite. Et la réussite ne vient pas d'ailleurs, hein, elle vient de soi la réussite vient de soi et nous, notre vision, et Julien et moi, on a exactement la même, c'est deux choses qui nous animent au quotidien, c'est nos collègues et nos clients. Nous, aujourd'hui, quand on vient au bureau, on est dans nos bureaux là, quand je m'installe au bureau, je ne pense pas à autre chose. Hein. Je ne pense pas à... c'est qu'est-ce que je fais pour mes collègues, qu'est-ce que je fais pour mes clients. Et ça, dès le début, ça nous a animés parce que si ces deux choses, si ces deux entités-là sont correctement animées, accompagnées, managées, tout ce que tu veux, bah, la réussite de ta boîte, elle vient. Et il n'y a pas besoin de regarder forcément tes chiffres heure par heure, parce que si ton client est très bien chez toi et tu as fait tout le métier, tu as tout donné, et que ton client il est bien chez toi et que toi tu lui donnes tout pour qu'il soit heureux, c'est la réussite. La réussite dans le sens, c'est que ça match et que tout est bon quoi. Après, voilà. Mais, chez Coach Immédiat, on a une phrase qui dit l'humain au cœur de nos organisations, et je pense que oui, à un moment donné où tout se digitalise, où justement il y a ce monde start-up qui parfois est un peu futile, il faut se recentrer sur ça parce que c'est important. Alors dans ce cas-là, j'ai absolument aucun conseil à donner, mais je te dirais, c'est comme tout à l'heure, on a rigolé tous les deux sur les deux mots bienveillance et empathie. Qui ont été galvaudés parce qu'en fait dans ce monde des startups et où tout ce monde un peu machin, tout le monde s'est mis à dire, a mis partout bienveillance. Du coup on a galvaudé. Et l'humain, pour moi aujourd'hui, je l'utilise plus dans son terme générique, je l'utilise dans qu'est-ce que je dois faire pour l'humain en fait. Parce qu'en fait, à force de dire l'humain, mais en fait, bah oui, mais je fais quoi en fait c'est important, oui d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, moi j'évite de l'utiliser maintenant, alors c'est perso, hein, c'est pas une critique c'est perso, c'est-à-dire que quand j'utilise l'humain ou comme le mot bienveillance, oui, ouais, ok, super, tout le monde a écrit à l'entrée de son bureau, j'ai un baby-foot donc je fais de l'humain, non mais... On a eu cette période en France, des salles de baby-foot pour que tes collègues soient bien. Et non, c'est pas ça. C'est pas la salle de baby-foot qui fait que ton chiffre d'affaires va augmenter. C'est un ensemble de choses. Et l'ensemble des choses, moi, quand j'essaye de m'adresser aux jeunes dans les écoles d'optique ou autres, c'est qui est vraiment l'humain, en fait. C'est qui la personne et d'identifier la personne. Et c'est le collègue et le client. Et en fait, et ça c'est important, j'ai envie de monter une start-up, je monte une start-up, mais mon produit, ok, à titre perso, j'en suis peut-être persuadé que c'est le meilleur du monde, mais est-ce que le client va venir l'acheter?
Est-ce qu'il est utile pour le client? Est-ce qu'il y a un besoin pour le client? Est-ce que tu as apporté quelque chose au client? Nous, on peut revenir, et je ne sais pas si on termine là-dessus, mais il y a 22 ans, on ouvrait notre boutique à deux. Pour t'expliquer, on avait nos confrères de Tours qui venaient se moquer de nous dans le magasin, en rigolant. On était deux petits jeunes, 30 ans. Ah bah dis donc, les petits jeunes, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Bon, voilà, on vient d'ouvrir un magasin de 600 mètres carrés. Et je pense qu'un indépendant qui fait 600 mètres carrés, en France, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en fait, ne pas se laisser emmener et surtout se consacrer à l'essentiel. C'est le client et le collègue, et après ses collègues, et pas s'inventer des choses. Et en fait, pourquoi il rigolait quand on avait ouvert à Tours? C'est qu'il était persuadé qu'on n'avait pas, parce qu'on apportait une nouvelle offre, une vision différente. L'océan bleu. L'océan bleu. Et forcément, ça fait rire les autres. Ben là, aujourd'hui, je pense que ça fait forcément un petit peu moins rire, mais... Peut-être certains ne sont plus là, d'ailleurs. Peut-être aussi. Mais voilà, c'est ça. Et puis, en tout cas, moi, ma vision à moi, c'était surtout pas de réfléchir à si jamais ça va pas, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, moi, je voulais préférer me consacrer mon cerveau, mes neurones et la motivation et l'énergie à dire je dois réussir, coûte que coûte, parce que je sais qu'en face, le client peut répondre à ce que j'apporte. Ouais, ce qu'on appelle le focus, je suis focalisé sur mon objectif. Quoi. Ouais. Okay. Je reviens juste sur un point, parce que ce que tu m'as dit m'a interpellé. Alors, on a partagé en off sur les coachs. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je pense qu'effectivement, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, malheureusement, dans ce métier, et il faut être au service d'un client et pas apporter des solutions un peu magiques. Juste sur cette notion d'échec, depuis 22 ans, tu en as vécu beaucoup. Et tu as adapté, enfin beaucoup, tu en as vu quelques-uns, pardon, mais tu as toujours adapté en fait. Et je crois que la capacité d'un entrepreneur, c'est de pouvoir se relever le plus rapidement possible pour pouvoir, et ne pas perdre le sens. Ce que tu disais tout à l'heure, même quand le magasin était vide, tu savais que le lendemain, tu allais te concentrer. J'ai beaucoup entendu, quand je t'entendais parler, j'entendais parler d'action. C'est-à-dire que ça va pas, mais le lendemain, je repars. Cette sur capacité, le même plan A et pas le plan B. Ouais, c'est ça. Cette capacité à se concentrer sur le plan A, cette capacité à être convaincu de ce qu'on fait, à faire le focus. Et cette capacité de l'échec, je suis d'accord avec toi, il y a des échecs qui sont très douloureux et on met du temps à s'en remettre. Et puis après, il y a les petits échecs du quotidien. Oui, mais les petits échecs du quotidien, le soir, t'es bougon chez toi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu rognes, tu te couches des fois, ton cerveau, et tu l'as été entrepreneur, on sait tous ce que c'est qu'à un moment se coucher dans le lit et que le cerveau ne s'arrête pas. Parce qu'on a même un petit échec. Et je parle d'échec, c'est pas... oui, j'ai eu la chance de ne pas planter de boîte, mais il y a des échecs, on en a tous les jours, avec ses enfants, avec tout le monde. L'échec, la vie est bardée d'échecs. Mais l'échec, il est absolument difficile à gérer. Moi, des fois, je m'endors le soir, je suis là, moi, j'arrive pas à m'endormir, quoi. Ça tourne. Et alors le gros échec, je pense que oui, il ne faut pas le minimiser et que dire plutôt... alors, si tu reviens sur le mot coach, etc., c'est qu'en fait j'ai vu arriver depuis une dizaine d'années des jeunes qui se sont dit tiens, les entrepreneurs sont seuls, je vais arriver et je vais leur vendre de la peau de palimpinpin en leur faisant croire que c'est facile, en fait ils ont qu'à faire ça, vous allez voir ça va être facile. Ben non, c'est pas vrai. Et puis déjà moi j'ai regardé, je fais et toi t'as fait quoi dans ta vie en fait? Rien, t'es coach, donc t'as même pas ouvert si t'as ta boîte, mais t'as rien, tu manages pas, et tu permets de donner des leçons. Alors ça me fatigue ça, moi on ne donne pas des leçons aux autres, on accompagne les autres et on échange et on partage. Le partage est un élément d'accompagnement, mais pas le donneur de leçons, quoi. Le partage est hyper important, d'aller se nourrir des autres, se nourrir de ce que fait l'autre, et donner aussi, comme je te le dis, hier soir, encore on me parlait, et j'ai donné des trucs, j'ai dit, bah voilà, notre clé à nous c'est ça, bah fais, et si tu peux faire comme moi, bah tant mieux, j'en suis fier. Moi je suis fier de la réussite des autres, faut pas être mauvais de la réussite des autres. Et ça, ouais, ça m'agace un peu, ces coachs qui minimisent l'échec, en fait. Et alors, en fait, c'est surtout ça, c'est pour maintenir et faire croire que les entrepreneurs, etc., c'est, vous inquiétez pas, l'échec, c'est, tu seras les bras en l'air et tu vas te relever et c'est génial. Quand tu as vécu l'échec, tu as juste les bras en bas qui traînent par terre et tu as des plaies partout et tu as le cœur qui saigne, tu as le cerveau en vrac. Même pour un petit échec, des fois,
C'est dur, hein, tu rentres chez toi, oh, putain, t'es mauvais, t'as tes gosses qui t'emmerdent en plus ce soir, qu'est-ce qu'on mange et là, putain, qu'est-ce qu'on me lâche? Et ça, c'est des échecs, c'est les micros-échecs qui te font avancer, mais ils sont durs à vivre, hein, et des fois, moi, j'ai pas toujours une capacité à les supporter, hein, donc on n'est pas, des Superman, hein, donc... Et je dis à un entrepreneur, non, l'échec, apprenez à le vivre parce qu'il va vous apporter, mais plus tard. Tu vois, on en a parlé aujourd'hui, bon, ça c'est peut-être... mais on en a parlé aujourd'hui avec quelqu'un. Moi, on m'importe ça, et j'ai découvert ça aussi, c'est que aux États-Unis, c'est top. Sur un CV, il faut que tu mettes tous tes échecs. En fait, c'est une grosse connerie. C'est une très grosse connerie. Et en fait, c'est pas vrai. Et c'est là où on est en train d'enfumer ces jeunes, on est en train d'enfumer tous ces gens-là. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, aux États-Unis, tu vis avec quoi? Avec ta note d'endettement. Et ce n'est pas les échecs aujourd'hui qui sont sur le CV, c'est la capacité que tu as eue à t'endetter et à rembourser l'endettement. Et en fait, ils ne te jugent pas sur est-ce que tu as eu des échecs. Et en fait, on a détourné un truc, parce qu'on ne vit pas comme ça en France, hein, on ne vit pas avec notre note d'endettement. Aujourd'hui, aux États-Unis, pour t'acheter une maison, il faut d'abord acheter une voiture, que la banque voit si tu as la capacité, que ça te colle une note. Et à ce moment-là, tu peux aller après faire des trucs. Et en fait, plus tu prends de l'emprunt, plus est-ce que tu as une capacité à rembourser. Et ça te colle des notes. Et qui sont tout le monde de l'entreprise, tout le monde connaît cette note, quoi. Et tu es noté là-dessus. Et en fait, c'est pas les échecs, différents échecs sur le CV qui sont là. Et là, c'est là où je suis pas, voilà, je suis pas. Et le rôle d'un coach aujourd'hui, je vais revenir, c'est ce que tu disais, c'est l'accompagnement, l'écoute et de dire, écoute, ta problématique, d'avoir la simplicité de dire, je la connais pas, parce que elle est peut-être particulière. Mais moi, par contre, je vais aller te chercher quelqu'un qui va t'aider sur cette problématique. Tu vois, moi, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs, ça marchait fortement, c'est le CJD. C'est ce qu'on appelait, tiens, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. J'ai une problématique, je crée un groupe de gens qui ne sont pas forcément experts, hein, mais on va réfléchir. Et moi, un coach aujourd'hui, il y a ces réseaux qui servent, mais aussi on peut s'adresser à des coachs, et vous êtes là pour ça, et c'est très bien, hein, il en faut, et au contraire. Mais pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui va dire, écoute, avoir la simplicité et l'honnêteté de dire aussi ça, en ce moment, ta problématique dans ta boîte, je la comprends, je vais la travailler avec toi, mais par contre, je vais aller chercher quelqu'un qui est... Ou si avoir l'honnêteté de dire, j'ai la réponse, je te la donne, la partager, mais si je ne l'ai pas, si j'invente pas un truc. En fait, j'ai entendu des trucs, mais monstrueux, hein. Des mensonges de coach en soirée avec des dirigeants, des mensonges qui étaient... il le portait sur lui. Je dis, mais tu t'inventes une vie, mon gars, ça n'existe pas ce que tu es en train de dire. Et en fait, ça m'agace parce qu'en fait, les clés, elles sont chez les autres, en fait. Et ça sert à rien de dire que moi, je suis coach et je connais tout. Les clés, elles sont partout autour de soi. Et on doit se refiler les clés. Alors des fois, bon, on est tous un peu égoïstes aussi, mais au passage, mais les clés, elles sont souvent à côté. Et moi, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui dit je vais d'abord t'écouter, bien comprendre ta problématique, si tu en as une, et comment on va la résoudre. La résoudre, c'est d'aussi aller, tiens, j'ai peut-être quelqu'un qui va nous apporter la clé. Et avoir cette simplicité de dire, je ne suis pas non plus, moi, coach Superman. Hein. Ça n'existe pas, il n'y en a pas de Superman. Hein. On n'est pas tous des grands Elon Musk et tout ça. Hein. Ces gens-là sont peut-être des intelligences supérieures et tout ce qu'on veut, je m'en fous, mais... En tout cas, la réalité d'un entrepreneur, c'est la solitude et les problèmes et les petits échecs des fois ou les gros. Et le rôle d'un coach, c'est d'être là parce que c'est pas le mentir et ne pas mentir au dirigeant. Le dirigeant, on ne doit pas avoir de mensonge. Le dirigeant, on doit lui parler vrai et lui dire, écoute, je sais peut-être pas, mais par contre, je vais t'amener autre chose. Je sais et je vais t'expliquer comment, mais avec beaucoup d'honnêteté et de franchise. Voilà. Ouais, et c'est pire que ça, parce que le métier de coach, c'est pas ça en réalité, puisque le métier de coach n'apporte pas de solution. Il aide simplement la personne à changer de lunettes, en l'occurrence, ça tombe bien. Parce qu'en fait, c'est voilà, je travaille avec ma vision, ma façon de voir les choses, mon éducation, mes expériences, comment je prévois les choses différemment, et c'est l'individu qui trouve, c'est l'entrepreneur qui trouve ses solutions. Après, il va aller chercher des experts s'il en a besoin, mais en tout cas, le coach qui arrive en disant tu dois faire ça, en l'occurrence, c'est plus du coaching et on tombe sur effectivement. Voilà. Tu t'inquiètes pas si tu te plantes. Si, inquiète-toi si tu te plantes. Oui, inquiète-toi. Mais bien sûr qu'on doit s'inquiéter. Non, mais ça c'est la pire. T'inquiète pas si tu te plantes. Il n'y a rien de pire dans la vie. T'inquiète pas si tu te plantes. Mais c'est honteux, quoi. Oui, inquiète-toi si tu te plantes. Parce que justement, on va faire en sorte que tu ne te plantes pas, quoi.
Bon, en tout cas, merci pour cet entretien. C'était incroyable. Je sens beaucoup de passion, parce que voilà, je vois que ça t'anime et beaucoup d'action. Alors effectivement, nous, quand on fait plus du coaching et du mentorat, on pousse les gens à passer à l'action, parce qu'avant l'action, il y a de temps en temps, on se fait des nœuds à la tête et c'est que dans l'action qu'on avance. C'est que dans l'action qu'on corrige nos erreurs, qu'on s'adapte, en tout cas en gardant une vision claire et nette, et je crois que c'est ce que tu as toi aujourd'hui. Bravo pour ce parcours, merci pour ce moment, parce que encore une fois pour moi ce moment c'est un don, c'est un cadeau que tu me fais, que je vais partager et qui va peut-être aider des gens, parce qu'il y a peut-être une phrase qui à un moment donné va dire tiens, mais effectivement je devrais faire ça. Donc ça a été fait avec une grande honnêteté, j'adore, et merci beaucoup pour ça. Ce que je dis, je pense que on n'est pas non plus voilà, mais c'est que je pense que nous sommes tous ouverts, entrepreneurs, à échanger, et on n'est pas et j'adore aussi faire ce qu'on a fait avec toi là, parce que ça permet de parler, comme tu dis, ça va peut-être donner une clé à quelqu'un, mais derrière, on est disponible aussi. Ouais. Et alors des fois, c'est compliqué. Et t'es pas à l'abri de te questionner de ce que tu as dit. Et en plus, je ne suis pas à l'abri de me questionner de ce que j'ai dit. En disant, tiens, j'ai fait ça, peut-être que je devrais faire différemment. Ou je l'ai mal dit, ou j'ai dit une connerie et je ne le dirai plus. Ouais, ou en tout cas, je l'ai fait et ce que j'ai fait, c'est bien, je devrais peut-être le renforcer. En fait, en réalité, c'est ça le coaching. En réalité, on ne fait pas du coaching là aujourd'hui, mais c'est juste de questionner, se dire, tiens, je peux peut-être faire différemment, je préfère ça. En tout cas, c'était vraiment adorable. Merci. On ne se connaissait pas avant, non, donc c'est un vrai cadeau. J'ai passé un bon moment. Je suis un vrai client et je recommande, parce que franchement, c'est top. Le service, et comme on le disait tout à l'heure, on est râleur. Moi, je suis comme toi, je dis quand je suis pas OK, mais là, franchement, il y a une belle enseigne, il faut y aller. Voilà. Merci à toi. En tout cas, et puis tu vas repartir à l'inauguration peut-être, non? Oui, là j'y vais. Là. Ok, ça marche. Merci en tout cas. Bonne soirée.